existe un paradis sur Terre, c'est ici, en Polynésie, qu'il se trouve. S'étalant sur un espace aussi vaste que l'Europe, la Polynésie se compose de 5 archipels regroupant plus d'une centaine d'îles et d'atolls. Les atolls, tels que ceux que nous survolons en ce moment, sont de superbes couronnes coralliennes plantées au milieu de l'océan. Ils se sont formés sur les restes de volcans éteints depuis des millions d'années. Nous voici maintenant à Tahiti. Avec une superficie 8 fois plus petite que celle de la Corse, elle est la plus grande île de Polynésie. Capitale de la Polynésie française, Tahiti est dominée par le mont Oroena. Culminant à 2200 mètres, cet ancien volcan accroche les nuages et recueille l'eau de ceux-ci. Cette eau va, de cascade en cascade, rejoindre la vallée où, combinée à l'eau de la nappe phréatique et à la générosité du soleil, elle va participer au maintien d'un microclimat unique au monde. L'atmosphère chaude et humide, en permanence, accélère la croissance de la flore et favorise la diversité de celle-ci. Toutes ces plantes s'offrent à nous dans un savant mélange de parfums et de couleurs. Les fleurs tiennent une place importante dans la vie des Tahitiens. On les retrouve sur tous les marchés. La plus célèbre de ces fleurs est sans aucun doute la fleur de tiare, l'emblème de Tahiti. On l'utilise également pour la fabrication de l'huile de monoï, bien connue chez nous pour ses vertus bronzantes. Les Tahitiens adorent tresser les fleurs pour en faire des colliers ou des couronnes. À côté des fleurs, on retrouve une multitude de fruits et de légumes dont l'île regorge. Oranges, bananes, noix de coco, carottes et salades que tout le monde connaît côtoient des fruits bien plus étranges, tels les ramboutons. Après les fleurs et les fruits, on s'attardera sur l'artisanat de l'île, dont la confection des paréos fait partie. Tenue quotidienne adoptée par les Tahitiennes, le paréo est une pièce de cotonnade aux couleurs vives et aux motifs variés. Peint au pochoir, avec de la teinture naturelle fabriquée à base de fleurs du pays, le paréo est ensuite déplié et étalé au soleil. Quelques feuilles déposées sur le paréo encore humide termineront sa décoration. La nacre est l'un des premiers matériaux nobles au monde à avoir été utilisé dans la réalisation de parures. Les premiers Polynésiens polissaient et alliaient la nacre avec d'autres matériaux pour confectionner des bijoux aux significations symboliques diverses telles que richesse ou encore prestige. La perle, par sa rareté, est devenue l'orgueil des Polynésiens. C'est cette même fierté qui a poussé Robert Wan à créer à Papeete un musée entièrement consacré à la perle noire. Au détour des allées du musée, on découvre de splendides bijoux taillés par les plus célèbres joailliers de l'île. Simplement montés sur un anneau ou savamment travaillés avec l'or, ces bijoux sont la preuve de l'imagination fertile de ces artistes. Quittons la capitale pour nous rendre à quelques 500 km de là, dans l'archipel des Tuamotu et plus précisément à Manille,
atoll de 140 km² découvert par le navigateur hollandais Jaydo Lemaire, qui le surnomma à l'époque Waterland Aurore, porte de l'archipel dangereux, ou encore anneau de corail, sont d'autres noms pour Manille. Autrefois uniquement accessible par bateau, la vie dans l'archipel fut fortement modifiée avec la création de lignes aériennes régulières. Manille, que nous survolons en ce moment, voit sa couronne de corail entrecoupée par des passes dont la principale, surnommée la passe aux requins, et située au sud-ouest, est un véritable cordon ombilical reliant l'océan au lagon qui repose au centre de l'atoll. Bonjour, bienvenue en Polynésie française et tout particulièrement dans l'archipel des Tuamotu. Nous sommes à 18 000 km de chez vous, en plein cœur du Pacifique, sur un territoire aussi vaste que l'Europe, où seulement 4 000 km² de terre sont émergés. Imaginez quelques confettis éparpillés sur l'eau bleue d'une piscine. La Polynésie française. C'est un ensemble de 5 archipels composés de 118 îles au total. C'est une population de 180 000 habitants, dont plus de la moitié a moins de 20 ans. Une température moyenne de 30 degrés toute l'année comble chaque jour de bonheur l'ensemble de notre population. C'est cet environnement de calme et de douceur qui fait tout le charme de nos îles. Parmi toutes ces beautés et ces rêves, je vous invite à découvrir la perle rare de Tahiti. 6 heures. Le soleil est déjà levé. Comme chaque jour, le bateau vient chercher les travailleurs à l'embarcadère. Direction, la ferme perlière. Le voyage d'une trentaine de minutes se fait à vive allure, et ce malgré les agglomérats coralliens se trouvant à fleur d'eau. Ici, on les appelle les patates. Pou, le pilote du bateau, les connaît bien, les patates. S'il le fallait, il pourrait faire le trajet de nuit. C'est à Bora Bora qu'a débuté la perliculture. Mais dans l'archipel des Tuamotu, on remarqua vite que le biotope local était plus propice à l'élevage des nacres. Grâce à son terrain d'aviation, Manille vit très rapidement éclore des fermes perlières. Jean et Anatilla Bréau sont les propriétaires de la ferme où se rendent les passagers de Pou. 56 personnes, dont 8 greffeurs, travaillent dans leur ferme. La plupart des fermes sont de moindre importance. L'existence de toutes ces fermes permet à la population de rester sur l'atoll, au lieu de se rendre à Papeete pour y trouver un hypothétique emploi. La production perlière en Polynésie atteint actuellement 1 500 000 unités, soit environ 1/100 de la production mondiale, toutes variétés confondues. L'élevage des perles est un travail de longue haleine, et pour assister à la naissance d'une perle, beaucoup d'opérations sont nécessaires. Les nacres sont placés dans des filets à poche. Cette opération faite, on les replonge dans l'eau pendant 3 ans environ. Tous les 2 à 3 mois, on nettoie les jeunes nacres et on surveille leur croissance. De 1 cm à l'âge de 2 mois, la nacre atteint en général 10 cm à sa maturité. C'est à ce moment-là que les nacres sont greffées. En général, les greffes sont mieux supportées par les huîtres. Celles-ci apprécient sans doute les soins qui leur sont donnés pendant leur croissance. De nos jours, les plongées se font avec des bouteilles à air comprimé. Mais il n'y a pas si longtemps que cela, toutes les plongées se faisaient encore en apnée. En 1905 apparaît le scaphandre, mais celui-ci, trop peu maniable, n'est pas vraiment adopté par les plongeurs. Ce n'est que 40 ans plus tard qu'on abandonna l'apnée pour adopter la plongée avec bonbonne.
Les plongeurs ramènent à la surface les huîtres arrivées à maturité, la barque remplie. On rentre à la ferme. À la ferme, les huîtres sont séparées et nettoyées soigneusement par les spécialistes. Les huîtres prêtes pour la greffe sont données aux greffeurs, experts fort recherchés, mais nous y reviendrons plus tard. Les huîtres déjà greffées sont entr'ouvertes pour vérifier si une perle s'y trouve. Toutes les opérations de l'ouverture de l'huître à l'extraction de la perle demandent de la concentration, car les huîtres sont extrêmement sensibles au stress. Seulement 30% des greffes aboutissent, et sur les perles récoltées, très peu seront parfaites. Les huîtres entr'ouvertes sont placées dans une sorte de pince pour être opérées. À l'aide d'un scalpel, le greffeur incise légèrement la gonade et le sac perlier, libérant ainsi la perle que l'on s'empresse d'extraire. Voici la récolte. Résultat de 3 années de patience et de dur labeur. C'est un moment fort attendu de tous. Et maintenant, écoutons Madame Bréau nous parler de la perle. Une récolte normale, on obtient à peu près de 30 à 40% des nacs qui ont été greffés. Les Japonais, ils ont une image très, très chouette dans un musée qu'ils ont là-bas, c'est un triangle. Et juste le petit bout en haut, tout petit bout, c'est les perles parfaites. Ensuite, il y a une autre travée où il y a les perles pas mal. Et puis ensuite, il y a les perles, la grande base sont les perles qui ne sont pas très bonnes. Alors nous, je pense qu'on doit faire comme les Japonais. C'est-à-dire on aura dans ce lot quelques perles qui sont grosses et belles, comme ça, parfaites, rondes. Et puis d'autres qui sont baroques et un peu ratées comme ça, vous voyez, qui ont double couleur, qui ont des défauts, qui ne sont pas bien colorés. Là arrive un métier qui n'est pas le mien. Parce que pour ma part, je me suis trouvée dans la perle parce que j'aime les Tuamotu, j'aime la ferme, j'aime les gens qui sont là, ils se donnent un mal de chien, ils vivent la ferme plus que nous presque, ils sont tous les jours. Et c'est ça la partie de cette aventure qui me plaît. Moi, ce que j'ai de beau à la ferme, c'est le paysage, la mer, le lagon, les poissons et tout. Mais la ferme elle-même, c'est très très rebutant, difficile, fatigant, coupant, un travail presque de forçat. Les enfants ne vivent avec leurs parents qu'en période de congé scolaire. Le reste de l'année, ils le passent à Papeete, où se trouvent les écoles. Les jeunes se font toujours une joie de revenir à Manille, car ils peuvent à nouveau profiter de la nature et vivre au rythme de celle-ci. Ici, lorsque vous avez soif, eh bien ne cherchez pas votre collier pour aller au bar du club.
Prenez plutôt une machette et montez à un arbre. Cueillez une noix de coco. Arrivez en bas, décapsulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à étancher votre soif. Désaltérant, tonique et délicieux. Les poissons sont très nombreux en Polynésie et la pêche permet de nourrir tout le monde. De plus, la grande diversité de poissons autorise toutes les audaces culinaires. Le repas est un moment fort apprécié de tous. On s'occupe de dresser la table, de râper les noix de coco. Ou encore de griller les poissons. Et enfin, on partage les victuailles avec ses collègues. Les atolls de Polynésie ont une hauteur moyenne de 5 mètres. Ils nous offrent un paysage unique, ou plutôt devrais-je dire, 2 paysages. Côté océan, le vent et les vagues battent les plages. La végétation y est rare, et seules quelques roches coralliennes parsèment le sable. On reprendra encore le temps d'admirer la fameuse passe aux requins dont nous vous parlions en début de film. Elle est située au sud-ouest et c'est un véritable cordon ombilical qui relie l'océan au lagon et qui repose au centre de l'atoll. À l'arrière, une barrière de palmiers. Petit à petit, le vent s'estompe. Le bruit de la mer s'éloigne et l'on découvre le lagon, avec sa plage de sable fin et le grand calme. Mais maintenant, revenons à nos moutons, ou plutôt, précisément, à nos coquillages. Car voici le moment du détrocage. On peut détroquer? Toute la ferme doit s'organiser en fonction de cette activité. Pour commencer, les plongeurs amènent les collecteurs sur lesquels se sont fixés les bébés huîtres, appelés naissins. Remontés à bord, le naissin est ensuite apporté à la ferme pour y être détroqué. Tous les gestes doivent se faire avec doigté et souplesse, car les huîtres, si elles sont trop stressées, ne résistent pas et meurent. On sépare d'abord les huîtres de leur support. On les brosse, on les calibre, et seules celles qui paraissent saines sont gardées. Les huîtres sont alors percées à l'aide d'une foreuse. N'ayez crainte, cette opération est tout à fait indolore. Ainsi percées, elles sont enfilées une à une et placées dans les filets à poche que l'on replonge dans l'eau du lagon.
Les filets à poche permettent de préserver les huîtres des agresseurs extérieurs, tels que le poulpe, l'étoile de mer, le poisson perroquet, les balistes et même le requin. Arrivées à maturité, les huîtres sont prêtes pour la greffe. Moment le plus délicat dans l'élevage des huîtres perlières, la greffe est souvent exécutée par les Japonais, connus pour leur grande maîtrise de cet art. À travers le monde, seule une quinzaine de maîtres greffeurs peuvent assurer 50% de greffe réussie. L'huître est alors placée dans un appareil qui la maintient entrouverte. Le greffeur sacrifie une huître dont il détache le manteau de couleur noire. C'est la nacre noire sécrétée par ce manteau qui donnera la couleur à la perle. Le manteau est étalé et ensuite placé sur une tablette de marbre. On sépare le tissu sécréteur du nacre du reste du manteau. Ce tissu est alors découpé en très fines lamelles qui serviront de greffons. Voici maintenant le moment de la greffe proprement dite. L'huître légèrement entrouverte est enfin prête. Après avoir pratiqué une légère incision dans la gonade, qui est l'organe de reproduction de l'huître, on y dépose le greffon puis le nucléus. Le nucléus est un noyau dur, parfaitement sphérique, taillé dans la coquille d'un mollusque du Mississippi. On enlève l'huître, elle se referme, l'opération a duré moins d'1 minute. Pour contrôler les rejets éventuels, les nacres sont mises dans des sortes de chaussettes et replongées dans le lagon. Certaines de ces nacres ne s'habituent pas à cette intrusion dans leur organisme et rejettent le noyau qui sera récupéré au fond de cette chaussette. Dans le meilleur des cas, après 2 ou 3 ans, l'huître aura sécrété de la nacre autour du nucléus, formant ainsi une perle ronde et parfaite. Chaque perle est un miracle, fait de beaucoup de temps, de silence et de patience. Le vendredi soir, c'est la bringue, comme on dit là-bas. Le personnel de la ferme se réunit et fait la fête jusque tard dans la nuit. On danse, on boit, on chante au son des rythmes des chansons locales.
Avant de reprendre l'avion, je vous envoie encore ces quelques cartes postales qui ravissent nos yeux et réveillent en nous nos vieux rêves d'enfants. Nous voici de retour à Papeete. La vie moderne a repris le dessus, les pirogues font place aux yachts. Ici, ce n'est plus le royaume des perles, mais bien celui des voitures. Pollution et embouteillage sont les nouveaux fléaux que l'île doit affronter. Voilà. Voici une partie de la récolte qui nous est arrivée tout droit de l'atoll et qui est encore un petit peu sale. Nous procédons au nettoyage avec de l'eau bien sûr pour enlever la pellicule qui se trouve sur la perle. Vous avez là une sélection de perles, enfin une partie de récolte qui n'est pas encore triée bien sûr et qui comporte toutes sortes de perles non commercialisables, rondes, semi-rondes, semi-baroques, baroques, de toutes couleurs et de toutes qualités. Ce n'est qu'après le nettoyage que nous pouvons procéder à la sélection de formes, de qualité, etc. et à la suite du traitement des perles avant la vente. Après avoir été triées et calibrées, les perles sont mises en sachets et vendues par lot au plus offrant. Ces perles, arrivées chez le bijoutier, sont étudiées pour être ensuite habillées d'or, et ainsi, grâce à la dextérité de l'artisan, elles deviendront colliers, bagues, broches ou encore bracelets. La couche perlière de la perle de Polynésie est de 2 ou 3 mm, soit 3 fois plus que la perle japonaise, une garantie de qualité fort enviée. Admirez cette création de Michel Fouchard portée par Miss Tahiti, elle n'en est que plus belle. La perle de Tahiti est unique au monde par ses couleurs, allant du noir mordoré au gris clair verdâtre. Sa taille commence là où s'arrête la taille de la perle japonaise. Les qualités de la perle de Polynésie font d'elle un joyau de prix qui, au contact de la femme, prend et garde toute sa valeur.